bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Alors merci pour vos messages, pour vos encouragements sur les réseaux sociaux. Quand ce sont des messages privés qui sont partageables, eh bien on va pas se priver, on va les partager, on va les diffuser. Là je viens de tomber sur un commentaire que j'avais jamais vu, pourtant il date du 7 février dernier. Alors je sais pas pourquoi il m'avait échappé. C'est Marjorie qui écrit de Belgique. Merci Marjorie pour les 5 étoiles sur iTunes et merci pour ton commentaire que je partage ici. Pas évident de faire profiter d'une dégustation via un podcast, je n'ai écouté qu'un seul épisode, mais partante pour la suite, santé. Alors voilà, merci Marjorie, c'est sympa. J'espère que tu es en train d'écouter cet épisode, je t'embrasse. Merci à tous pour vos messages qui me font toujours très plaisir. Allez, aujourd'hui, un peu de soleil. Saison 2, épisode 2, la bière de la rade à Toulon, dans le Var. Aujourd'hui, 21 juin, c'est pas que la fête de la musique, c'est aussi le premier jour de l'été. Qui dit été, alors là, je me suis lancé dans un exercice, je vous raconte pas. Qui dit été dit vacances, qui dit vacances dit soleil, qui dit soleil dit plage, qui dit plage dit mer, qui dit mer dit bateau, qui dit bateau dit port, et qui dit port dit rade. Ok, c'est un peu tiré par les cheveux. Direction Toulon dans ce nouvel épisode du Podcapsuleur pour y découvrir la bière de la rade, une brasserie urbaine lancée par deux copains, Charles et Simon, qui ne trouvaient pas leur style de bière dans les bars de Toulon. Alors ils ont décidé de la faire. La suite de l'histoire, c'est Charles Doer qui nous la raconte. Donc on est deux copains, nous on se connaît depuis un peu plus de 20 ans. On est tous les deux amateurs de bière déjà, consommateurs. On aime d'ailleurs un type de bière un peu typé anglo-saxon, c'est-à-dire des bières pas très gazeuses, pas trop fortes en alcool. Et c'est vrai qu'on retrouvait pas, nous, dans le commerce, ces fameuses bières, notamment sur Toulon. Je crois que tu as eu l'occasion de t'en rendre compte. Et donc, c'est vrai qu'on a été amené à faire un peu des bières amateurs comme ça, pour nous, les amis, etc. Mais justement, parce qu'on retrouvait pas, en fait, ce type de bière assez houblonnée, un peu amère, etc. On retrouvait pas ça. Et donc, c'est un peu ça qui nous a amené, tous les deux, on va dire, cette passion commune pour les bières anglo-saxonnes à brasser en amateur chez nous. Donc brassage amateur, et puis après ça prend un peu d'ampleur, comment ça se passe ? Ben ouais, c'est ça, c'est-à-dire, ça prend un peu d'ampleur. En fait, on s'est surtout posé la question à un moment de peut-être ça serait intéressant qu'on monte une microbrasserie. On voyait un peu des microbrasseries se monter en France, et surtout mon associé était parti au Canada et faire tout un périple en motoneige, rien à voir. Mais de là, il m'a dit putain, là-bas, il y en a de partout. Et puis c'est une culture, la microbrasserie, on trouve des bières incroyables, etc. Et donc en fait, c'est vrai que de là, on a commencé à se pencher un peu sur les brasseries américaines, parce que les Américains ont quand même vécu ce phénomène-là de la craft une bonne quinzaine d'années avant nous. Et donc, eux, on avait des exemples de microbrasseries qui s'étaient montées, qui justement avaient réussi à se faire une place sur ce fameux marché qui était saturé par les industriels. Et de là, on s'est dit, mais pourquoi pas à Toulon ? Et c'est à ce moment-là que tu découvres que dans tes ancêtres, il y avait des brasseurs déjà, ou tu le savais ? Ouais, je le savais en fait depuis que je suis tout petit. Mon père m'a toujours dit, tu sais, tu te dois d'aimer la bière. Chaque fois qu'on mangeait une choucroute, etc., dès mes 12-13 ans, il me servait toujours un fond de bière en me disant, tu te dois d'aimer la bière. On avait des ancêtres brasseurs, notre nom, donc Doer, mais qui se dit Deur, normalement en allemand. Voilà, on est issu d'une famille allemande protestante au XVIIIe siècle, etc. Une de mes grand-mères m'avait fait mon arbre généalogique. Mais bon, voilà, c'était resté là. Je savais que j'avais des ancêtres brasseurs. Et c'est vrai que quand on a commencé à s'intéresser tous les deux avec Simon un peu plus à la bière, c'est là que j'ai recherché un peu plus d'informations en fait sur ma famille. Et en fait, je suis tombé sur une association de passionnés de la bière sur Lyon qui ont retracé en fait l'histoire de la bière en France et notamment à Lyon parce qu'en fait c'était la capitale de la bière et à l'époque, au 18e. Et on s'est rendu compte qu'en fait notre famille brassait de la bière en Allemagne et sont arrivés justement au XVIIIe siècle en France et ont monté d'abord une brasserie, ont eu jusqu'à 7 brasseries qui était un sacré succès. Alors la seule chose que je sais a posteriori, parce qu'on n'a ni recette ni rien, ça aurait été intéressant de retrouver une recette, mais la seule chose que je sais c'est qu'ils se démarquaient par des bières très houblonnées. C'est le seul élément qu'on a eu et une toile et une chope également en cristal que mon père a encore, avec un couvercle en étain qui étaient les chopes dans lesquelles ils servaient dans leur. Ils avaient un bar qui s'appelait le Bierstube à Lyon et donc ils servaient dans ces fameuses chopes en cristal avec le couvercle en étain qui d'ailleurs est très joli. Mais c'est vrai que c'est comme ça que du coup j'en ai appris plus moi d'où je viens,
d'où je descends et quel est le lien réel avec ces fameux brasseurs allemands protestants. Mais il y a eu une rupture, c'est-à-dire qu'un jour la famille a arrêté de brasser et toi tu reprends le flambeau plusieurs dizaines, centaines d'années plus tard. Centaines d'années, parce que c'est vrai que ça s'est perdu en fait très très rapidement, on va dire après leur arrivée en France. Ils ont peut-être exercé pendant une vingtaine d'années en fait sur Lyon. Et après, avec la commune, etc., en fait, il y a eu du coup une partie de la famille qui du coup a arrêté carrément la fabrication de bière. Les brasseries ont été revendues à d'autres familles d'Allemands protestants, famille Kuchler, etc. Et Schrimpf, notamment, qui maintenant également a encore un établissement sur Lyon. Et oui, ça s'est perdu comme ça. Et puis j'ai une partie de la famille qui est descendue dans le sud de la France, qui a acheté des terrains en fait au niveau du Pradet, qui est juste à côté de la commune de Toulon. Et c'est comme ça que ma famille est arrivée vraiment dans le sud. Avant de faire de la bière, toi, ton métier, rien à voir, tu étais dans le milieu du spectacle. Simon, ton associé aussi d'ailleurs ? Oui, exactement. C'est vrai que nous, alors on se connaissait d'avant parce qu'on était amis d'avant, mais c'est vrai qu'on a évolué tous les deux dans le milieu du spectacle, plutôt dans la partie concert, parce qu'on était à l'origine tous les deux techniciens. Après, lui est devenu régisseur son, et également en fait il faisait de la tournée avec des groupes de musique, donc de la tournée nationale et internationale. Et moi, j'étais sur la partie organisation des événements, des festivals de musique. Donc en fait, moi j'avais le volet, on va dire, régie générale, donc l'organisation même d'un festival, avec la partie sécurité incendie, etc., monter les commissions de sécurité. Mais du coup, c'est vrai que j'ai été amené à organiser, donc pour des personnes, pour des associations, des festivals de musique, des concerts, et assez vite, je me suis rendu compte qu'en fait, un des gros volets et la principale rentrée d'argent de la musique, avec les baisses de subventions qu'on a vécues là depuis une vingtaine d'années, en fait, la donnée qui devenait en fait essentielle et de plus en plus, et qui l'est de plus en plus aujourd'hui, c'est la commercialisation de la boisson qu'on vend le plus sur les festivals, c'est la bière. Et du coup, cette donnée-là, si vous avez de la bière qui mousse, qui est pas bonne ou autre, un festival, ça peut être terrible en fait pour lui dans son économie. Donc du coup, il fallait répondre, on va dire, à un cahier des charges assez important, et de se dire ouais, il faut qu'on fasse une bonne bière, pas trop chère, et justement que les associations demain, elles puissent réussir à continuer à organiser des concerts et à faire une économie là-dessus. Réel, parce que du coup, avec cette histoire de baisse des subventions, il faut vraiment qu'ils réussissent à ce qu'on appelle de l'autofinancement. Et ça a marché, c'est-à-dire que quand tu as commencé à sortir tes premières bières, tu avais derrière toi des gens dans le milieu du spectacle qui t'attendaient au tournant. Ah ouais, clairement, c'est vrai que l'avantage, c'est que voilà, nous on a eu à travailler pour eux, pour la partie technique, la partie organisationnelle, puis le jour où on a dit bon ben nous on arrête notre métier, demain on va monter une brasserie, et l'avantage c'est que voilà, on connaissait du coup ces organisateurs, puis très vite ils nous ont dit mais du coup si vous faites de la bière, peut-être qu'on peut travailler ensemble. Moi c'est vrai que je travaille avec un grand groupe industriel, et puis du coup demain ça me dérangerait pas de changer, et ça a été pour nous des opportunités terribles. Parce que sur un événement, c'est vrai que quand vous faites 3-4 000 personnes en un soir et que vous distribuez 3-4 000 verres de bière, c'est mieux qu'un flyer, c'est mieux qu'une pub 4x3. Enfin, du coup, les gens ont la possibilité de goûter le produit, et votre meilleure carte de visite, c'est celle-là. Ça évite de faire du démarchage commercial ? Ouais, alors la chance qu'on a eue, je pense, jusqu'à maintenant, effectivement, c'est un des éléments. Je pense qu'il y a d'autres éléments qui rentrent là-dedans. On a créé la microbrasserie du coup à Toulon, qui est une commune quand même où on a beaucoup d'habitants. C'est pas une petite ville. Et il y a le côté un peu chauvin aussi qui joue là-dedans. C'est-à-dire que le Toulonnais, il y a eu pas mal d'années où on n'était pas forcément très fiers de Toulon. Et c'est vrai qu'il y a un regain un peu du Toulonnais en se disant voilà, moi je suis fier de Toulon. Alors le rugby, il participe. Je pense que le club de rugby, il participe largement. Et du coup, ça nous a beaucoup aidé, parce que le Toulonnais, quand il y a eu d'un coup une bière toulonnaise qui est sortie, qui était transformée sur Toulon, fabriquée sur Toulon et embouteillée, forcément le Toulonnais, du coup, pour lui, il s'est très vite accaparé le produit en disant c'est ma bière, c'est la bière du Toulonnais.
Et ça a été une grande chance pour nous, parce qu'en fait, nos meilleurs commerciaux, ça reste nos clients. En 2018, tu auras sorti 2200 hectos de tes différentes bières. C'est une belle progression, hein. C'est seulement la 3e année d'exercice de la brasserie. Et déjà, tu réfléchis à agrandir. Ouais, en fait, ça a été un peu une course contre la montre depuis le début, parce qu'en fait, on a commencé, on a démarré, et en fait, on n'en avait pas assez. Donc, il y en a beaucoup qui diront que c'est une grande chance. Et alors, c'est vrai, on en a conscience, c'est vraiment une grande chance. C'est-à-dire qu'on démarrait, et en fait, on était en permanente, on essayait en permanence de rajouter des cuves, d'augmenter, parce qu'on faisait tout ce qu'on pouvait, en fait, avec le matériel qu'on avait, mais tout partait, et même il y avait plus de commandes que ce qu'on pouvait, nous, honorer. Et donc ça a été des bonnes surprises. Effectivement, entre la première et la deuxième année, du coup, on a doublé en fait notre capacité de production. Donc voilà, la première année, on était sur 800 hectos. La deuxième année, on a sorti quasiment 1600 hectos. Et du coup, cette fameuse dernière année, on sera autour des 2200 hectos, donc on aura augmenté encore quasiment de 40%, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que c'est des augmentations très importantes, hein. Nous, au niveau de l'effectif, on a démarré, on était 2, aujourd'hui ça fait même pas encore 3 ans, et maintenant on est 10. Donc c'est vrai que pour nous, on est satisfait, parce que c'est vrai que de créer de l'emploi, je pense que c'est une grande satisfaction, de savoir qu'il y a des employés qui demain vont faire un crédit, acheter une voiture, etc. C'est une satisfaction personnelle quand c'est des jeunes de 25 ans qui nous disent voilà, du coup je me suis mis en couple là, du coup avec mon CDI, j'ai réussi à avoir un accord bancaire, etc. C'est une satisfaction. On se dit qu'on a réussi à créer sur Toulon en fait quelque chose qui du coup a créé de l'emploi, etc. Donc c'est vrai que c'est un beau développement, mais voilà, j'espère que l'année prochaine on arrivera également à continuer cette augmentation. L'une des bières les plus célèbres de la brasserie Bière de la Rade, c'est la Girelle, qui t'a valu une belle histoire d'amour avec Heineken. Ouais, c'est vrai. En fait, pour la petite histoire, effectivement, nous, on avait fait notre premier post Facebook. On avait créé un Facebook commercial, du coup, de la Bière de la Rade. Et en fait, on a fait notre premier post Facebook disant qu'on allait sortir notre bière blonde qui s'appelait la Girelle. Alors, la Girelle, pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit poisson de Méditerranée, un petit poisson de roche. Et c'est vrai que nous, sentimentalement, avec Simon, enfant, notre père nous a mis ce qu'on appelle une palangrotte entre les mains. C'est un bout de liège sur lequel vous avez un fil en nylon accroché avec juste un plomb au bout et un hameçon. Et on met un esque dessus, et en fait un des premiers poissons qu'on pêche, si ce n'est le premier, c'est cette fameuse Girelle. Et donc pour nous, ça avait ce côté sentimental. La première personne qui prendra un masque du côté de Toulon et qui va plonger, effectivement, elle va avoir des Girelles en pagaille, et c'est également une des spécialités toulonnaises. Donc pour nous, ça avait une réelle valeur. Et sauf que, comme des bleus, en fait, nous, c'est notre première entreprise. Pourtant, il y avait des gens qui nous avaient prévenus, mais on n'a pas fait de dépôt, en fait, de la marque, dépôt INPI. Et le lendemain de ce fameux post Facebook, le groupe Heineken France a déposé en fait à l'INPI la marque, la Girelle, en bière. Et donc ça, nous, on en a eu connaissance qu'un an et demi après, parce qu'ils nous ont envoyé un recommandé avec accusé de réception, en nous disant, voilà, vous utilisez notre marque, parce que du coup, maintenant, la marque appartient au groupe, et donc vous nous devez des dommages et intérêts. Donc on a un peu pris peur sur le moment. Et a posteriori, on a appris que de toute façon, on leur devrait pas de dommages, mais en tout cas, que l'utilisation de ce nom, effectivement, on n'avait plus le droit, du coup, d'utiliser ce nom, et sinon, on risquait d'avoir un moment à se présenter devant un juge pour du coup, en face du groupe Heineken, pour du coup justifier le pourquoi on utilise une marque qui ne nous appartient pas. Et on aurait eu de toute façon effectivement au moins les honoraires de leurs avocats à payer. Donc on a été obligé de retirer ce nom. Et c'est vrai qu'on aurait pu juste changer, mettre un autre nom d'un poisson. Les poissons dans la Méditerranée, il y en a quand même quelques-uns. Mais voilà, pour l'amusement également, et puis même pour du coup tourner l'histoire un peu à notre avantage, on l'a renommée censurée. Et donc actuellement, elle est restée censurée. Je sais pas du coup jusqu'à quand. J'espère qu'un jour on pourra récupérer peut-être la Girelle, peut-être. Mais c'est pas exclu.
Ah non, c'est pas exclu, et on l'espère au fond de nous-mêmes, parce que voilà, comme je disais, ce côté sentimental du premier poisson, le premier poisson que j'ai sorti, c'était pas une censurée, c'était une girelle. Et il y a eu un bel élan de solidarité à Toulon autour de cette histoire, parce que les Toulonnais se sont sentis pris à partie par un grand groupe industriel. Et puis tu parlais de l'étiquetage des bières. Évidemment, quand les bières sont distribuées dans les cafés, dans les restaurants, on peut pas tout rappeler pour tout réétiqueter et refaire partir. Donc vous avez envoyé aux gens qui vendaient cette bière les étiquettes à superposer à l'étiquette historique. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait nous on a fait en deux parties, c'est-à-dire qu'on a fait un communiqué de presse donc expliquant le pourquoi d'un coup cette bière qui s'appelait la Girelle se retrouve renommée en censurée, et également parce que le groupe nous l'a demandé de retirer en fait donc le groupe Heineken nous a demandé de retirer donc les produits de la vente. Alors voilà, on n'a pas une grosse entreprise, c'est compliqué, puis c'est des frais de retourner chez tous les revendeurs. Enfin actuellement on a peut-être 250-300 revendeurs, mais du coup aller faire le tour de chacun pour aller récupérer les quelques bouteilles qu'ils ont, les rapatrier, les réétiqueter, leur ramener, etc. C'était toute une logistique. Et donc c'est vrai qu'on a essayé de faire dans le participatif et plutôt de leur envoyer une enveloppe avec l'explication en leur disant voilà, on n'a pas vraiment la possibilité nous de venir récupérer les produits, les réétiqueter. Par contre, on vous demande, si vous le voulez bien, d'appliquer en fait un petit autocollant qui venait barrer le nom Girelle avec du coup le nouveau nom censuré. Et les gens ont vraiment joué le jeu, et effectivement ça a lancé un peu un élan de soutien par des Toulonnais. Il y a eu le Front de Libération de la Girelle qui a été créé, donc c'est un groupe Facebook que des consommateurs du coup de la Girelle ont créé, et c'est assez drôle de voir les personnes se sont amusées autour de chansons, etc., de renommer des noms de chansons comme Girelle au bout de mes rêves par exemple, ou Girelle où tu iras, etc. Et de prendre des paroles de chansons, de les déformer et de ramener ça à la Girelle. Donc ils sont bien amusés avec ça. Une belle histoire en tout cas. Et on espère qu'elle se terminera bien, qu'un jour tu pourras récupérer le nom de la Girelle pour le remettre sur tes bouteilles. On va visiter la brasserie ? Allez, volontiers. Alors, on a descendu un étage et on se retrouve donc au rez-de-chaussée de la brasserie Bière de la Rade. Alors, c'est un peu particulier parce qu'on est dans un bar ouvert en fait sur la brasserie. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'en fait, à l'origine, on pensait pas mettre un bar là. On s'était dit, vu qu'on est un peu extérieur à Toulon, parce qu'on n'est pas dans le centre, comme tu as pu le remarquer, et donc en fait on avait un gros doute sur le fait que les gens viennent à cet endroit-là, parce qu'on est au bord d'un rond-point, pas forcément l'endroit le plus sexy de Toulon, et alors à notre bonne surprise, en fait on a fait l'ouverture, et là on a eu plus de 1500 personnes qui sont venues, et du coup tout le monde nous a dit putain génial, vous avez créé un bar, alors que c'était pas le but du tout, c'était juste l'inauguration de la brasserie. On se dit après on referme les portes et puis on fabrique on produit, et sauf que plein de gens nous ont dit putain mais c'est génial, il faut continuer, garder le bar, etc. Donc c'est vrai que maintenant on ouvre, alors généralement c'est surtout les vendredis et samedis, on est ouvert en soirée, du coup on a des petits sélecteurs musicaux et autres, et donc les gens viennent et effectivement ils sont au milieu des cuves. Le bar est vraiment positionné entre la partie chaude et les fermenteurs. Et le but c'est ça, c'est que les gens viennent boire un coup, mais au milieu de la fabrication, vraiment. Du coup, ça pose des questions à tout va ? Alors oui, du coup ça pose des questions. On fait également des visites de temps en temps quand des groupes nous le demandent, parce que effectivement là, autant on est dans un pays nous plutôt de vin, on a Bandol pas très loin, etc. Donc les gens savent comment on fait du vin, de la fermentation du vin, etc. Ça ils connaissent bien. Par contre la bière, là c'est un truc un peu plus lugubre, et alors pour eux c'est une sorte de truc d'alchimiste. Ils savent pas vraiment. Et donc c'est vrai que des fois c'est bien de démocratiser un peu. Et moi je trouve ça bien qu'on ait vu sur cette partie production, et nous on fait des explications. On a également une explication vraiment du schéma du process de fabrication de la bière, parce que souvent les gens par exemple pensent que c'est la matière première principale c'est le houblon, parce que on en parle souvent du houblon, et non, ils savent pas forcément que c'est de l'orge, et que c'est la même base qu'un whisky par exemple, et que effectivement on est sur du malt d'orge, et que c'est la matière principale en tout cas de la bière. Donc c'est bien des fois de reprendre un peu le process et de réexpliquer comment on fabrique de la bière. Alors justement, comment tu fabriques ta bière ?
Alors voilà, nous c'est vrai qu'on on le fabrique plutôt à la méthode anglaise, c'est-à-dire que on va faire au moment de l'empâtage, donc on va prendre nos grains, on fait nos mélanges de grains selon les bières, hein, on va faire différents mélanges et ce grain on va donc le concasser et le mélanger dans notre cuve d'empâtage. Et en fait la méthode on va dire traditionnelle plutôt des pays de l'Est et méthode allemande, c'est ce qu'on appelle le multipalier, c'est-à-dire qu'ils vont faire entre 2 et 3 paliers en fait de température au moment de la cuisson, et alors que les Anglais et Américains sont plutôt sur la méthode qu'on appelle le monopalier, c'est-à-dire qu'on a un seul palier de température, on atteint une température au démarrage et qu'on va laisser en fait pendant 1 heure, on va laisser cette température sans chauffe dessous, donc ce qu'on appelle un palier descendant, et donc en fait les degrés vont légèrement descendre le temps de l'empâtage. Donc par exemple en 1 heure on doit perdre entre 2 et 3 degrés à peu près, donc voilà, nous on est sur des températures d'empâtage autour des 67-68 degrés, ça dépend après du type de bière qu'on veut faire, mais du coup et ça va rester comme ça pendant 1 heure dans cette cuve d'empâtage, et à ce moment là on va faire un transfert dans notre cuve d'ébullition. Donc là Robin est en train d'actionner la porte, ça vous le verrez pas, mais un jour peut-être vous aurez la chance de rencontrer Robin. Et donc là, il va justement vérifier en fait en fin d'ébullition, après avoir ajouté ses houblons, etc., avoir fait son repos, il est dans ce qu'on appelle le transfert, c'est-à-dire qu'il transfère donc toute cette fameuse ce mou, parce que c'est pas encore de la bière, il n'y a pas eu de fermentation, et il le refroidit. Il va faire une cassure à froid, il le refroidit autour des 20 degrés, il le transfère dans la cuve. Dans le fermenteur, et à ce moment-là il va venir ajouter ses levures directement. Et c'est vrai que pendant cette phase d'ébullition, on va mettre en fait, c'est là qu'on va intervenir dans le process le houblonnage. Alors le premier houblon qu'on va mettre, c'est ce qu'on appelle l'amérisant, c'est-à-dire que le premier il va rester 1 heure en ébullition, ce qui va permettre de dégager ce qu'on appelle des acides alpha, c'est-à-dire le taux d'amer, hein, du coup ça va libérer de l'amertume, et en fin de cette ébullition, au moment où on va couper la chauffe, on va rajouter ce qu'on appelle l'aromatique, qui lui va venir amener vraiment les arômes de la bière directement, et très peu justement d'amertume. Et donc à la suite de ça, il va attaquer son transfert. Donc là voilà, là, il est en fin de transfert et bientôt il va pouvoir nettoyer sa cuve. Quel est le rythme de production au quotidien ? Alors, on va parler en hebdomadaire parce qu'en quotidien, c'est variable. Mais en gros, là, actuellement, on doit produire à peu près 60 hectos par semaine de moyenne. Donc, en fait, on fonctionne avec une unité chaude qui nous permet de produire 10 hectos. Et en gros, on met entre 6 et 7 heures pour faire 10 hectolitres. Et en fait, ça nous permet, du coup, dans la même journée, en ayant un brasseur le matin. Donc, tout à l'heure, on parlait de Robin qui, lui, a attaqué à 6h30 ce matin. Il va finir autour des midis, et il y a Anthony qui est arrivé juste après, qui lui va récupérer le flambeau et en fait va relancer un empâtage, et donc lui va démarrer autour des midi et demi, et va finir sur les coups des 19h à peu près, entre 19 et 20h son nettoyage, et du coup ça nous permet de produire 20 hectos à la journée. Donc sur la semaine, heureusement on fait pas tous les jours 20 hectos, parce qu'après on a également de l'embouteillage, notamment par exemple nous c'est le mardi où on fait les mises, les embouteillages, et donc à ce moment-là en fait le mardi on brasse pas généralement, ou on fait qu'un seul brassin, et donc c'est plutôt les mercredis, jeudis, vendredis où là on va faire des brassins doubles, donc avec un brassin le matin, un brassin l'après-midi, soir. Et alors, entre les volumes que vous écoulez sur les festivals et la bouteille, quelle est la proportion ? La répartition, actuellement, on est à peu près à 50-50, c'est-à-dire que en volume, je parle, donc par exemple, là, sur les 2200 hectos annuels, on doit avoir à peu près autour des 1000-1100 hectos qui sont partis en fût pour les festivals, événements extérieurs, etc., et la moitié en quantité en bouteille, donc autour des 1000-1100 hectos également en bouteille. Et c'est vrai que dans les années futures, la marge de progression elle est plus sur la bouteille, parce qu'on développe, on va dire, des zones. Là actuellement on est desservi entre Nice et Marseille, et l'idée c'est de développer sur le régional déjà, et puis après de s'étendre un petit peu plus, et forcément là on va trouver des points de vente type caviste, revendeur, épicerie, ou les épiceries bio, etc., parce qu'on a une gamme en bio. Mais voilà, les marges de progression sont plus là-dedans que sur la partie festival, où là en tout cas dans le coin on a déjà beaucoup de festivals. On va dire la majorité des festivals font appel à nous pour la bière.
Alors tu disais tout à l'heure que la région était plutôt réputée pour son vin que pour sa bière. Les cavistes, justement, ils réservent un bon accueil à une bière toulonnaise? Alors au début, effectivement, on a beaucoup de cavistes chez nous, mais qui sont des cavistes vin. Et en fait, ils se sont rendus compte avec ce fameux phénomène de développement de la microbrasserie et de la bière artisanale, du changement également de consommation des gens, en fait, qu'il y avait une place dans ces caves pour un rayon bière, parce que le consommateur était demandeur de bière. Et donc, en fait, les uns après les autres, on va dire, ils nous appellent, ou ils appellent les microbrasseries, en disant, voilà, moi, j'étais dans le vin uniquement, mais on me demande de la bière. Donc, du coup, j'ai commencé à faire un petit rayon bière. Du coup, je voudrais référencer vos produits. Et en fait, ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que la bière prend de plus en plus de place chez ces cavistes. Alors, ils ne prennent que des produits qui ne sont pas en grande distribution, en GMS, effectivement, parce qu'eux font des petits volumes et des grosses marges. Et à l'inverse, la grande distribution, eux, vont faire des gros volumes à petite marge. Et du coup, ils ne peuvent pas se mettre en face d'un Carrefour. Donc, ils vont, enfin, d'un Carrefour ou autre, Auchan. Mais donc, du coup, ils vont ne proposer, mais comme les vins qu'ils vont proposer, généralement chez le caviste, ce sont des produits qu'on ne retrouve pas dans la grande distribution. Donc tes bières ne sont pas en grande distribution? Non. Et c'est vrai que c'est un choix au départ. Nous, en faisant notre étude de marché, on a assez vite eu le retour des cavistes qui nous disaient... Et en fait, la première question qu'ils posent quand vous arrivez avec vos bières, c'est « Est-ce que vous travaillez avec la grande distribution ?» Et c'est vrai qu'au début, on était assez surpris de cette question. On a compris après, quand on nous a expliqué. Effectivement, voilà, c'est incompatible. On ne peut pas faire les deux. Si votre produit est affiché, on va dire, grande distribution et distribué par des réseaux de supermarchés, malheureusement, vous aurez beaucoup de mal à rentrer chez un caviste. Aujourd'hui, tu as 10, 11 recettes? Ouais, alors on doit avoir 9, maintenant on a 9 bières permanentes et on a ce qu'on appelle nous des bières ponctuelles. En fait, on s'amuse beaucoup dans le milieu de la microbrasserie à faire ce qu'on appelle des collabs, des collaborations avec d'autres brasseries. Par exemple, nous on a des potes bretons et donc on est monté, c'était en avril, faire une bière chez eux. Ils sont descendus en octobre faire une bière chez nous et en fait on fait une bière ensemble, c'est-à-dire que les brasseurs arrivent et on définit entre brasseurs, donc les Bretons et nous, d'une recette, et puis on se dit, allez, on sort une bière comme ça, donc on va en faire une petite quantité, on va sortir 10 ou 20 hectos, et on va la conditionner, on donne un nouveau nom à cette bière, c'est vraiment une nouvelle recette, et qui restera une bière temporaire, elle va sortir qu'une fois. Donc les gens sont assez friands de ce genre de choses, parce que du coup, ils savent qu'il y a la rareté, et qu'ils n'auront plus ce produit-là, donc ils veulent venir le goûter. Et sinon, 9 recettes permanentes. Voilà, sinon 9 recettes permanentes. Alors, on est principalement sur des noms de poissons. Parce que nous, c'est vrai qu'on avait pris un peu ce côté-là. On est la bière de l'Arade. L'Arade, ça représente quand même, c'est tourné vers la mer. Donc, toutes nos bières. Donc, il y a la Rascasse, la Dorade, la Baraque, et j'en passe. Mais on a principalement des noms de poissons. Et les bières qu'on fait en collaboration avec d'autres brasseries, là, on a pris le virage, on va dire. On a pris là plutôt des noms de navires échoués. Donc il y a l'Hermione, il y a du coup on est plutôt là-dessus sur ce type de nom, ce qui nous permettait de démarquer un peu des bières permanentes, que les gens aient une lisibilité là-dedans, qui trouvent donc les bières permanentes avec des noms de poissons, et puis les autres bières qu'on fait qui sont temporaires, plus avec des noms de bateaux, etc. On reste quand même tourné vers la mer. On va goûter ? Ah, volontiers. Alors, ce qu'on entend derrière nous, là, c'est le concassage du deuxième brassin. Tout à fait. Qu'est-ce que tu as mis dans ce verre ? Alors, donc là, ça, c'est la dorade. Voilà, donc c'est vrai que pour la dégustation, souvent, quand je vais orienter des gens sur un type de dégustation, on va démarrer par celle-là. Dans notre gamme, c'est la bière, en fait, la plus douce et la moins amère. Donc là, on parle d'un taux, ce qu'on appelle des IBU, International Bitterness Unit, qui est le taux d'amertume, en fait, d'une bière. C'est celle qui a le moins d'amer à l'intérieur. Et également, elle a ce côté doux parce que c'est une bière donc dite blanche. Et en fait, blanche, en fait, ça vient d'une déformation. À l'origine, en fait, on appelle ça blanche parce que les Allemands, en fait, appellent ça des Weissenbier, c'est-à-dire des bières à base de blé. Et nous, alors en français, on a déformé l'histoire en disant que c'est une bière blanche. Mais en fait, c'est juste qu'à l'intérieur, on va avoir du blé.
soit sous forme crue, soit sous forme de malt, mais en tout cas c'est qu'il va y avoir du blé dans la composition, ce qui donne ce côté un peu rond, un peu sucré et assez facile d'accès également. Il y a un lien entre le nom du poisson choisi pour la bière et ce qu'on retrouve dans le verre ? Ouais, parce que notamment par exemple la dorade c'est un poisson blanc, c'est-à-dire à chair blanche. Il fait partie de la famille des saridés, donc c'est une chair blanche et dans les poissons, effectivement du coup à chaque fois on a essayé de mettre le poisson en lien avec la bière. Par exemple on a une bière brune qui s'appelle la murène. La murène c'est un poisson qui est terré dans un trou, qui est assez sombre, etc. Et donc voilà, ça allait bien également avec cette bière brune un peu sombre et un peu... voilà, on ne sait pas forcément ce qui est dans le verre. Et je pense que ouais, là, nous à chaque fois on a choisi ces noms de poissons en lien toujours. C'était le but. Deuxième mi-temps, la fameuse censurée qui autrefois s'appelait la Girelle. Oui, du coup voilà, donc là la deuxième dégustation, c'est effectivement c'est la première bière qu'on a sortie. Donc c'est elle fait partie de la famille en fait, ce qu'on appelle les pale ale, c'est-à-dire des blondes de fermentation haute, qui sont voilà plutôt typées anglo-saxonnes, donc bière pas très gazeuse. Là on est autour de 5 degrés. Et par contre avec pas mal de houblon aromatique, donc on a une légère amertume. Et comme je disais, c'est ce qui nous a permis, nous, de prendre un peu le contre-pied de ce qui se faisait dans le marché. C'est-à-dire de partir plutôt sur des bières de goût vraiment, avec voilà, un houblonnage assez important. Donc voilà, qui est vraiment différente d'une bière industrielle, ce qu'on appelle une lager, une bière de fermentation basse, ce que font les industriels. Là, on est plutôt voilà, sur une bière, au contraire, qui est très développée en arôme. Et le but, voilà, c'était qu'on aille plutôt dans cette veine-là et de développer ce type de bière-là. Troisième bière. Alors la troisième bière, donc elle s'appelle la torpille. Alors il faut savoir que la torpille, c'est une raie, donc c'est également un poisson. C'est une raie de Méditerranée, donc un petit poisson plat. Et également, voilà, à Toulon également, vu qu'on a la base militaire, donc il y a aussi un clin d'œil. C'est pour ça que nous, sur le visuel de l'étiquette, on a plutôt matérialisé la torpille, le missile, que la raie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, on a essayé avec notre graphiste de la faire à plat, de côté. Une raie, c'est pas très joli à dessiner. En fait, malheureusement, ça donnait pas grand-chose. Et donc voilà, donc cette bière, ça c'est ce qu'on appelle une session IPA, donc une bière plutôt légère en alcool. Là on est autour des 4 degrés, donc voilà, plutôt bière de soif, qu'on peut boire en grande quantité, et dans laquelle on va faire ce qu'on appelle un houblonnage accru. À la différence des 2 bières qu'on a dégustées juste avant, on va rajouter après la fermentation alcoolique, c'est-à-dire après une semaine, 10 jours de fermentation, on va remettre du houblon à l'intérieur de la cuve. Et tout à l'heure, du coup, j'ai expliqué le pourquoi en fait on appelle ça IPA, parce que donc on a vu tout à l'heure la censurée qui fait partie de la gamme des Pale Ale, donc blonde de fermentation haute, ça se dit comme ça en anglais. Et en fait, quand les Anglais avaient les colonies en Inde, ils envoyaient donc ces fameuses pale ale par bateau et qui naviguaient dans des tonneaux en bois à l'époque et qui arrivaient donc jusqu'aux colonies. Sauf que en fait ça mettait quasiment 2 mois à arriver. Sauf que voilà, le houblon en fait se perd assez vite, c'est-à-dire que les arômes et l'amertume dans une bière, au bout de 2-3 mois, on a perdu quasiment, plus de 50% en tout cas des amers et des arômes d'une bière. Et donc en fait quand elles arrivaient à destination, du coup elles avaient plus du tout le même goût qu'à l'origine, et même souvent c'était développé pendant le trajet des sortes d'infections lactiques ou acétiques qui donnaient un côté acide à la bière. Et donc la bière n'avait plus du tout la même composition organoleptique. Et donc les Anglais d'Inde ont dit mais ça va pas du tout, c'est pas du tout la bière qu'on nous on boit en Angleterre, ça va pas. Et en fait ils ont essayé de trouver avec les brasseurs anglais du coup une façon de conserver ces bières, et notamment ils se sont rendus compte que effectivement le houblon ça donne le côté amer à une bière, mais également c'est un aseptisant et un conservateur, et en fait il permet de stabiliser un produit, donc entre autres la bière, et il permet de le tenir mieux dans le temps. Et en fait ils se sont rendus compte qu'en rajoutant des grosses quantités de houblon, ça permettait de mieux voyager, et donc ces fameux 2 mois qu'ils allaient passer du coup en mer, et du coup la bière, le produit vivait vachement mieux ce transport. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça des IPA, c'est-à-dire que ce sont des pale ale à destination de l'Inde en fait, India Pale Ale. Donc du coup voilà, c'était une pale ale mais qui avait été fabriquée avec plus de houblon, où on rajoutait justement en houblonnage accru, donc après fermentation encore du houblon, qui permettait donc de rajouter des huiles à l'intérieur, qui allaient permettre la conservation pendant tout le transport et d'arriver à destination avec encore un peu d'amer
mer et du goût également. Et donc là, les Anglais d'Inde sont retrouvés, on va dire, satisfaits de cette transformation. Et ça a donné naissance à une gamme vraiment à part entière, les IPA. Et donc voilà, la torpille qu'on boit, justement, c'est une bière, donc ce qu'on appelle une session IPA. Donc session parce que c'est un degré d'alcool qui est assez faible, là on est autour de 4 degrés, une bière de soif. Mais voilà, où également on a fait ce houblonnage accru après fermentation. Donc après c'est une semaine, 10 jours de fermentation alcoolique. On va venir rajouter en fait du houblon dans la cuve, et notamment là un houblon en particulier qui s'appelle le Simcoe, qui donne un peu des arômes de litchi, fruits de la passion, voilà, qu'on retrouve derrière la dégustation. Merci à Charles Doher et à toute l'équipe de la bière de la rade pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce podcast. Bien sûr, je vous ai rapporté quelques photos. Vous allez donc pouvoir découvrir la brasserie en images sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi bien sûr liker, partager et commenter. Si cet épisode vous a plu, c'est comme une bonne bière, hein. Il faut le partager. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles sur iTunes. Merci pour vos partages et votre soutien. Rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle étape de ce Tour de France à la rencontre des brasseurs. On posera les micros et les verres au bord du circuit des 24 heures et on dégustera nos bières avec les traditionnelles rillettes. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.